J'ai pris un vol pour La Rochelle sans prévenir et j'ai trouvé ma fille mourante, seule, en soins intensifs. Son mari faisait la fête sur un yacht, alors je l'ai laissé sans un sou. 1 heure plus tard, il avait perdu la raison. Je suis Jean Dubois, 72 ans, et j'étais autrefois le genre d'homme qui dévorait ses concurrents au petit déjeuner dans le monde des affaires de Nantes. Je croyais avoir pris ma retraite de la destruction d'autrui, mais cette nuit-là, j'ai compris que le loup en moi ne faisait que sommeiller. Avant de vous raconter comment j'ai démantelé la vie d'un homme en 60 minutes, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Je veux savoir jusqu'où cette histoire de justice voyagera. Les portes automatiques de l'hôpital de La Rochelle se sont ouvertes dans un sifflement qui ressemblait à celui d'un serpent m'avertissant du poison qui m'attendait à l'intérieur. Je ne me suis pas arrêté à l'accueil. Je n'ai pas demandé mon chemin. Mon équipe de sécurité privée avait déjà transmis la localisation de ma fille à mon téléphone. Je marchais à grandes enjambées, lourde et rapide, celle d'un homme qui sait qu'il fait la course contre la faucheuse elle-même. L'air de l'unité de soins intensifs était froid, stérile, et sentait l'alcool à friction et le désespoir. Salle de réanimation 402. C'était le numéro qui brûlait dans mon esprit pendant les 4 heures de vol. J'ai poussé la porte et mon cœur, un muscle que je croyais durci comme de la pierre après 40 ans de fusion et acquisition, s'est brisé en 1 million de morceaux déchiquetés. Elle était là, Manon, ma petite fille. La seule bonne chose que j'ai jamais produite en ce monde. Elle paraissait si petite dans ce lit. Sa peau avait la couleur d'un vieux parchemin, et elle était branchée à tant de machines que je pouvais à peine voir son visage sous les tubes et les fils. Le bip rythmé du moniteur cardiaque était le seul son dans la pièce, un compte à rebours mécanique qui me terrifiait plus que n'importe quelle faillite n'aurait jamais pu le faire. Mais ce n'est pas ce que j'ai vu qui m'a glacé le sang. C'est ce que je n'ai pas vu. Le fauteuil à côté de son lit, ce fauteuil inclinable en vinyle que les hôpitaux fournissent aux membres de la famille qui refusent de partir. Il était vide, repoussé contre le mur, froid, sans une trace de poussière. Il n'y avait pas de fleurs. Il n'y avait pas de manteau jeté sur le dossier d'une chaise. Il n'y avait pas de tasse de café à moitié bu sur le plateau. Il n'y avait absolument aucun signe que quelqu'un avait été là pour lui tenir la main pendant qu'elle luttait pour sa vie. Je suis resté là, agrippant le pied du lit si fort que mes jointures sont devenues blanches. Ma fille était en train de mourir, et elle le faisait seule. Une infirmière est entrée, une jeune femme aux yeux fatigués, un dossier à la main. Elle s'est arrêtée net en me voyant, surprise par la présence d'un homme en costume 3 pièces, debout comme une statue de rage dans son service. « Êtes-vous de la famille » a-t-elle demandé, sa voix douce, entraînée à l'art d'annoncer les mauvaises nouvelles. « Je suis son père » ai-je dit, ma voix sonnant comme du gravier combrois. « Où est son mari ? Où est Léo » L'infirmière a hésité. Cette hésitation m'a tout dit. Dans mon domaine, le silence est une réponse. Il signifie généralement que quelqu'un cache une responsabilité. Elle a regardé le fauteuil vide, puis m'a regardé à nouveau, et j'ai vu une lueur de pitié dans ses yeux. Pitié pour moi. Pitié pour Manon. M. Lefebvre est parti il y a environ 4 heures, a-t-elle dit prudemment, choisissant ses mots comme si elle marchait dans un champ de mine. Il a dit qu'il était trop accablé par le chagrin. Il a dit qu'il ne supportait pas de la voir comme ça. Il nous a dit qu'il devait se rendre dans un sanctuaire pour prier pour son âme, pour prier. Le mot flottait dans l'air comme une mauvaise blague. J'ai regardé la silhouette inconsciente de Manon. Il y a 3 ans, je me tenais devant un autel et je confiais cette femme à Léo Lefebvre. Je leur avais offert un cadeau de mariage que la plupart des gens appelleraient un gain au loto, 5 millions d'euros. Je leur avais acheté une grande maison de campagne dans un village de la Côte d'Azur parce que je voulais que ma fille soit en sécurité. Je voulais qu'elle ait un mari qui la protège, la chérisse, et s'assoie dans un maudit fauteuil d'hôpital inconfortable quand elle serait blessée. Je pensais lui acheter la sécurité. Au lieu de cela, il semble que j'ai simplement financé le style de vie d'une sangsue. Il est allé prier, ai-je répété, mon ton dénué de toute conviction. Oui, monsieur, a dit l'infirmière, bien qu'elle n'ait pas eu l'air convaincue non plus. Il semblait très bouleversé. Il a dit qu'il allait à la chapelle puis qu'il rencontrerait son conseiller spirituel. J'ai hoché lentement la tête. Je n'ai pas crié sur l'infirmière. Ce n'était pas sa faute. J'ai simplement sorti mon téléphone. Mes mains étaient stables maintenant.
Le choc était passé, remplacé par une concentration froide et clinique. Je connaissais Léo. Je connaissais l'homme qui passait plus de temps à soigner sa barbe qu'à travailler sur la start-up que j'avais financée. Léo ne priait pas. Léo n'avait pas de conseiller spirituel, à moins de compter son barman. J'ai composé son numéro. Il a sonné une fois, 2 fois, 3 fois. Je regardais la poitrine de ma fille se soulever et s'abaisser, mécaniquement actionnée par un respirateur, en attendant que l'homme qui avait promis de l'aimer dans la maladie comme dans la santé réponde à son téléphone. Allô, papa Léo, sa voix est parvenue par le haut-parleur. Il chuchotait. C'était un chuchotement théâtral, haletant, conçu pour ressembler à un homme brisé par le chagrin. Léo, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Je suis à l'hôpital. Le fauteuil est vide. Où es-tu? Oh, papa, c'est juste trop dur. Il a sangloté, ou du moins a produit un son qui imitait un sanglot. Je suis à la cathédrale Saint-Louis. Je suis à genoux, papa. Je supplie Dieu de la sauver. Je ne pouvais plus regarder les machines. J'avais besoin d'être proche du Saint-Esprit. C'était une bonne performance, presque digne d'un Oscar, sauf pour une chose. Léo était négligent. Il n'avait pas correctement coupé le son de son environnement. En arrière-plan, sous ses faux gémissements, j'ai entendu quelque chose. Ce n'était pas le silence solennel d'une cathédrale. Ce n'était pas les chants de moines ou le murmure de prière. C'était un battement rythmique, une basse lourde. Boum, 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 puis le tintement distinct de verre en cristal qui trinque. Et un rire de femme, aigu et insouciant. Tu es à la cathédrale? Ai-je demandé, mes yeux se plissant en regardant le moniteur cardiaque qui suivait la lutte de Manon. Oui, papa. C'est très paisible ici. Léo a menti, la basse en arrière-plan devenant plus forte une seconde, comme si une porte s'était ouverte. Je suis en train d'allumer un cierge pour elle. S'il te plaît, dis-moi qu'il y a de bonnes nouvelles. Il y a des nouvelles, Léo, ai-je dit, ma voix tombant à un registre qui faisait autrefois transpirer les PDG dans les salles de conseil. Reste là. Continue de prier. Je vais tout gérer ici. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse dire un autre mot. Je suis resté dans le silence de l'unité de soins intensifs, mais ma tête était pleine de bruit. J'ai regardé ma fille une dernière fois. J'ai écarté une mèche de cheveux de son front. Sa peau était froide. Je te le promets, Manon, lui ai-je murmuré. Il ne s'en sortira pas comme ça. Je suis sorti de la chambre et j'ai fait signe au chef de mon équipe de sécurité qui attendait dans le couloir. Suivez-le, ai-je ordonné. Nous l'avons déjà, monsieur, a-t-il répondu, me tendant une tablette. Le GPS de son téléphone n'est pas à la cathédrale. Il est au port des Minimes. J'ai regardé la carte. Le point bleu clignotant était immobile sur l'eau. Il est sur le bateau, a confirmé mon chef de la sécurité. Celui que vous leur avez acheté à Noël dernier. Le rêve de Manon. Il ne priait pas. Il faisait la fête sur un bateau de luxe portant le nom de la femme mourante qu'il avait abandonnée. La rage qui m'a rempli n'était pas chaude. C'était le zéro absolu. C'était le genre de froid qui brûle. Je ne voulais pas seulement le blesser. Je voulais l'effacer. Je voulais réduire sa vie en cendres avant le lever du soleil. Juste à ce moment-là, le chef du service de chirurgie est apparu au coin du couloir, l'air affolé. Il m'a repéré et s'est précipité vers moi, la sueur perlant sur son front. « Monsieur Dubois, Dieu merci, vous êtes là » a-t-il dit, essoufflé. Nous devons opérer immédiatement pour soulager la pression sur son cerveau. C'est critique, mais nous avons besoin d'une signature du plus proche parent ou d'un tuteur légal. J'ai froncé les sourcils. Son mari, Léo, n'a-t-il pas signé les formulaires avant de partir? Le médecin a secoué la tête, le visage sombre. C'est le problème. Nous l'avons appelé 3 fois. Il a refusé de donner son consentement verbal par téléphone. Il a dit qu'il devait consulter son avocat sur les risques de responsabilité de l'opération avant de signer quoi que ce soit. Il fait traîner les choses, monsieur Dubois. Et si nous n'opérons pas dans l'heure qui suit, votre fille va mourir. Le monde s'est arrêté. Ce n'était pas seulement de la négligence. Ce n'était pas seulement une fête. Il faisait traîner.
Il laissait le temps s'écouler. Il voulait qu'elle meure. J'ai regardé le médecin. Apportez-moi les papiers. Je signerai tout. Faites tout ce que vous avez à faire pour la sauver. Alors que le médecin retournait en courant au poste des infirmières, j'ai de nouveau sorti mon téléphone. Mais cette fois, je n'ai pas appelé Léo. J'ai appelé Sandrine Moreau, mon avocate personnelle, une femme qui était plus requin qu'humaine. Réveille-toi, Sandrine, ai-je dit. Nous avons une situation. Active le protocole Oméga. Je veux que Léo Lefebvre soit ruiné avant le lever du soleil. Je veux que ses comptes soient gelés, ses actifs saisis et ses dettes exigées. Je vais au port de Plaisance. Quand j'arriverai là-bas, je veux posséder le pont même sur lequel il se tient. Cela n'allait pas être un simple divorce. Cela allait être une exécution, et Léo Lefebvre n'avait aucune idée que le bourreau était déjà en route. J'ai attrapé le porte-document des mains tremblantes du médecin. Je n'ai pas demandé la permission. Je n'ai pas attendu que le service juridique de l'hôpital termine son débat sur la responsabilité et le plus proche parent. J'ai sorti un stylo-plume de ma poche intérieure, le lourd Manblank en platine que j'utilisais pour signer des fusions qui démantelaient des entreprises, et j'ai griffonné ma signature au bas de la décharge de responsabilité. C'était un document qui disait que si elle mourait sur cette table, je ne poursuivrais pas. C'était un document qui disait que je prenais l'entière responsabilité financière et légale de la vie de ma fille. La banque, c'est moi, ai-je dit au chirurgien, ma voix basse et dangereuse, vibrant d'une sorte d'autorité qui ne laissait aucune place à la discussion. La loi dans cette pièce, c'est moi. Si vous attendez que cet homme vous donne la permission, vous êtes complice de son meurtre. Vous opérez maintenant, ou je vais ensevelir cet hôpital sous tant de litiges que vos petits-enfants paieront les frais de justice. Le médecin a regardé dans mes yeux et a vu quelque chose qui l'effrayait plus qu'un procès pour faute professionnelle. Il a vu un père qui n'avait plus rien à perdre. Il a hoché la tête une fois, sec et terrifié, et est retourné en courant dans la salle de traumatologie, criant des ordres à son équipe. Je les ai regardés emmener Manon à travers les portes battantes. J'ai vu les lumières du bloc opératoire s'allumer. Je ne pouvais pas y aller. Je ne pouvais pas tenir le scalpel. Mon travail dans ce bâtiment était terminé. Maintenant, j'avais du travail à faire à l'extérieur. Je me suis tourné vers les deux hommes qui se tenaient silencieusement derrière moi. Les meilleurs agents de Stéphane Bernard, d'anciens militaires. Visage de pierre. Personne n'entre, ai-je ordonné, en montrant les portes battantes. Surtout pas son mari. Si Léo Lefebvre se présente ici, s'il essaie d'entrer dans cette pièce, s'il regarde même la porte, vous l'arrêtez. Brisez-lui les jambes s'il le faut, mais ne le laissez pas s'approcher d'elle. Compris, monsieur, a dit l'un d'eux. Je me suis retourné et je suis sorti dans la nuit de La Rochelle. L'air était frais, mais ma peau me semblait brûler. Mon chauffeur tenait la portière de la berline ouverte, et je me suis glissé sur le siège en cuir. Port des minimes, ai-je dit. La voiture a bondi en avant, s'engageant sur la voie rapide. J'ai regardé par la fenêtre le flou des feux arrière rouges. Chaque minute qui passait était une minute où ma fille se faisait opérer et une minute où son mari célébrait sa mort. Le trajet a semblé une éternité, mais aussi un clin d'œil. Quand nous nous sommes arrêtés au quai privé, l'odeur de l'océan m'a frappé, mêlée à l'odeur de diesel et d'argent. Et il était là, le rêve de Manon, le bateau de luxe azimut de 21 mètres que j'avais payé il y a 3 ans. Je me souvenais du jour où j'avais signé le chèque. Manon avait été si heureuse. Elle avait brisé la bouteille de champagne contre la coque, en riant, tandis que Léo se tenait à côté d'elle, portant une casquette de capitaine qui lui donnait un air ridicule. Maintenant, ce même navire était une scène de crime à mes yeux. Il était illuminé comme une boîte de nuit flottante. Des lumières bleues et violettes sous la coque faisaient briller l'eau d'un éclat artificiel et toxique. La basse des haut-parleurs était si forte que je la sentais vibrer dans les planches de bois de la jetée sous mes pieds. Ce n'était pas juste de la musique. C'était un irrespect rythmé et lancinant. Une célébration de la liberté pendant que ma fille gisait dans le coma. Je n'ai pas pris d'assaut la passerelle. Je n'ai pas crié son nom. C'est ce qu'un homme faible ferait. Un homme faible fait une scène. Un homme fort fait un plan. Je me suis tenu dans l'ombre du bureau du capitaine du port, protégé par l'obscurité, et j'ai levé les jumelles haute puissance que mon chef de la sécurité m'a tendues. Les lentilles ont percé la nuit,
transformant la fête chaotique en une image claire et nette. Je les ai vus sur le pont supérieur. Il y avait environ 20 personnes, des parasites, le genre de personnes qui sentent l'argent et affluent comme des mouches. Et au centre d'eux se trouvait Léo. Il portait un costume en lin blanc, déboutonné jusqu'au sternum. Il ressemblait à un homme sans aucun souci au monde. Il tenait un magnum de champagne millésimé, le versant non pas dans des verres, mais sur le pont, riant alors que le liquide coûteux moussait sur le bois de teck. Il ne vérifiait pas son téléphone. Il ne regardait pas sa montre. Il n'était pas inquiet. Il avait l'air soulagé. Et puis je l'ai vue, la femme du flux du drone. Chloé Mercier. Elle était accrochée à son bras, lui chuchotant quelque chose à l'oreille qui le fit rejeter la tête en arrière de plaisir. Elle portait une robe rouge à peine existante. Mais ce n'était pas la robe qui a fait que ma vision s'est brouillée de rage rouge. Ce n'était pas sa main sur sa poitrine. C'était ce qu'il y avait autour de son cou. J'ai ajusté la mise au point des jumelles, mes mains tremblant d'une rage si profonde que j'avais l'impression de mourir de froid. Les diamants ont capté les lumières stroboscopiques du bateau et ont étincelé d'un feu que je connaissais bien. C'était un pendentif vintage, art déco, en platine et diamant. Ma femme Monique avait porté ce collier le jour de notre mariage, il y a 40 ans. C'était la dernière chose que je lui avais donnée avant sa mort. Je l'avais donné à Manon pour son 18e anniversaire. Elle ne l'enlevait jamais. Elle disait que cela lui donnait l'impression que sa mère était toujours avec elle. Elle disait que c'était son talisman. Et maintenant, alors que Manon gisait avec le crâne ouvert dans une salle stérile à des kilomètres de là, ce collier était drapé autour du cou d'une maîtresse croqueuse de diamants. Il le lui avait pris. Il devait le lui avoir pris avant qu'elle n'aille à l'hôpital. Ou peut-être l'avait-elle laissé sur la commode et il l'avait volé. Peu importe comment. Ce qui importait, c'est qu'il avait pillé le corps avant même qu'il ne soit froid. Il paradait son trophée au cou d'une autre femme. C'est à ce moment-là que la dernière once de pitié s'est évaporée de mon âme. J'ai baissé les jumelles. Ma main est allée à ma poche. J'aurais pu appeler la police. J'aurais pu leur faire perquisitionner le bateau pour le bruit, pour la drogue, pour outrage public à la pudeur. Je savais qu'il y avait de la cocaïne sur ce bateau. Je voyais la façon dont il serrait les mâchoires. Mais la police a des règles. La police a des procédures. Si j'appelais les flics, Léo serait arrêté. Il appellerait un avocat. Il paierait sa caution en 1 heure. Il inventerait une histoire de chagrin et de stress. Il jouerait la victime. Non, je ne voulais pas qu'il soit arrêté. L'arrestation est temporaire. Je voulais qu'il soit effacé. Je voulais qu'il se réveille dans un monde où il n'existait pas. Je voulais le dépouiller de chaque couche de protection qu'il pensait avoir jusqu'à ce qu'il soit nu et tremblant de froid, tout comme il avait laissé ma fille. J'ai appelé Sandrine. Elle a répondu à la première sonnerie. Nous sommes près de ce côté, Jean, a-t-elle dit. Sa voix était vive, précise. Exécutez le protocole Oméga, ai-je dit. Ma voix était calme, terriblement calme. Êtes-vous sûr? A demandé Sandrine. C'est l'option nucléaire, Jean. Nous parlons de saisie totale des actifs. Nous parlons d'exiger des dettes qui le mettront en faillite 3 fois. Une fois que nous aurons appuyé sur ce bouton, il n'y aura pas de retour en arrière. Nous allons faire table rase. J'ai regardé à travers les jumelles une dernière fois. J'ai vu Léo embrasser la femme. J'ai vu les diamants briller à son cou. Les diamants de Monique. Regarde le flux en direct, Sandrine, ai-je dit. Regarde son cou. Il y eut un silence au bout du fil pendant qu'elle vérifiait le flux de surveillance que mon équipe diffusait. J'ai entendu une vive inspiration. Est-ce le collier de Monique? A-t-elle murmuré. Oui, ai-je dit. C'est bien lui. Il y eut une pause, un changement dans l'air. Sandrine avait connu Monique. Elle avait été à notre mariage. Brûlez-le, a dit Sandrine. Sa voix était froide comme l'acier. J'exécute les ordres d'achat maintenant. Bien, ai-je dit. Je veux qu'il soit sans le sou avant le lever du soleil. Je veux que les vêtements qu'il porte soient la seule chose qu'il possède. Je veux que ses cartes de crédit se transforment en bouts de plastique. Je veux que sa voiture soit saisie pendant qu'il la regarde.
Et Sandrine, assure-toi que les dépanneuses attendent au bout du quai. Considérez que c'est fait, a-t-elle dit. Les banques traitent le virement. Vous possédez sa dette dans 5 minutes. J'ai raccroché et j'ai regardé la fête. Ils dansaient. Ils buvaient. Ils célébraient la mort de ma fille. Danse tant que tu peux, Léo, ai-je murmuré à l'air froid de la nuit. Parce que la musique va bientôt s'arrêter. Et quand elle s'arrêtera, tu découvriras que tu ne possèdes pas le sol sur lequel tu danses. Tu ne possèdes pas le champagne que tu bois. Tu ne possèdes même pas le nom à l'arrière du bateau. Je me suis tourné vers mon chef de la sécurité. Préparez le bateau, ai-je dit. Nous allons leur rendre visite. Mais pas tout de suite. Laissez-le finir son verre. Je veux qu'il tienne un verre vide quand je lui prendrai sa vie. Mon chauffeur m'a ramené à l'hôpital de La Rochelle en un temps record. La lumière rouge au-dessus des portes du bloc était un œil constant et fixe. J'ai trouvé l'administratrice des admissions. Je veux le rapport d'admission de Manon Dubois, ai-je dit. Je veux les notes des ambulanciers. Je veux l'évaluation initiale du médecin. Et je veux les photos prises à son arrivée. Elle a commencé à réciter les lois sur la confidentialité, le RGPD et le secret médical. Je l'ai interrompue. Ma fille se fait ouvrir le crâne à 3 mètres d'ici. Son mari est actuellement incapable. J'ai la procuration. Je suis le chéquier qui finance cette aile. Donnez-moi le dossier où je ferai venir le conseil d'administration ici dans 20 minutes pour vous licencier personnellement. Elle m'a tendu une tablette. Je l'ai prise et je me suis assis. J'ai fait défiler le rapport d'incident. Le récit était simple, trop simple. Patiente retrouvée en bas de l'escalier principal de sa résidence. Le mari rapporte qu'elle a perdu l'équilibre en descendant. Chute mécanique. Traumatisme contondant au lobe pariétal gauche. Chute mécanique. Le jargon médical pour un accident. J'ai balayé vers les photos. Ma belle-fille, meurtrie et brisée. Mais je ne me suis pas concentré sur les blessures de la chute. J'ai cherché les blessures d'avant la chute. J'ai zoomé sur ses poignets. Elles étaient là. De faibles marques violacées à l'intérieur de ses avant-bras. Pour un œil non averti, elles ressemblaient à des ombres. Mais je savais ce qu'était une blessure de défense. C'étaient des marques de doigts. Quelqu'un l'avait attrapé fermement. L'image a déclenché un souvenir. Il y a 2 semaines, Manon m'avait appelé, en pleurs. Papa, il me vole. Elle avait sangloté. J'ai vérifié le compte en fiducie commun. Celui pour le bébé que nous projetions. Il est vide, papa. 300 000 € envolés. Quand je lui ai posé la question, il a ri. Il a dit qu'il les avait investis. J'avais senti la rage, mais je l'avais maîtrisée. Je lui avais dit d'être calme. Je lui avais dit que je ferais enquêter mes comptables. J'étais un imbécile. Je lui avais dit d'attendre parce que je voulais un divorce propre. Je traitais sa vie comme une transaction commerciale. Et parce que j'ai attendu, elle était sur une table d'opération. Il n'avait pas seulement volé l'argent. Il avait réalisé qu'elle savait. J'ai regardé à nouveau la tablette. Une chute dans les escaliers n'expliquait pas les bleus. Elle n'expliquait pas l'absence de blessure de défense sur ses paumes. Elle n'était pas tombée. Elle avait été neutralisée avant de basculer. Juste à ce moment-là, j'ai senti une présence. Un jeune infirmier, en blouse bleue. Il avait l'air nerveux. M. Dubois, a-t-il chuchoté. J'étais l'infirmier de triage quand elle est arrivée. J'ai fait son bilan sanguin. Le médecin traitant est un homme bon, mais il est surchargé. Il a vu le traumatisme, la blessure à la tête. Il a traité la menace immédiate, mais il a manqué quelque chose dans le bilan sanguin. L'infirmier a sorti une impression froissée. Ce n'était pas le fichier officiel. C'était un résultat de laboratoire brut. Son taux de glucose était très bas, a dit l'infirmier. 40 mg par décilitre. Elle était en choc hypoglycémique. Mais regardez les niveaux d'insuline. Je les ai regardés. L'anomalie était flagrante. Le niveau d'insuline était hors norme. Ma fille est-elle diabétique? Ai-je demandé, même si je connaissais la réponse.
Non, monsieur, a-t-il dit. Son dossier médical est vierge. Aucun diabète. Il n'y a aucune raison physiologique pour qu'elle ait autant d'insuline dans son système. Je fixai le papier. Exogène, a murmuré l'infirmier. Ça vient de l'extérieur du corps. Quelqu'un lui a injecté, ai-je dit, ma voix plate. L'infirmier a hoché la tête. Une forte dose. Assez pour provoquer confusion, vertige, faiblesse musculaire. Assez pour faire perdre connaissance ou trébucher quelqu'un. Si vous injectiez à quelqu'un autant d'insuline et qu'il se tenait en haut d'un escalier, il ne pourrait pas se rattraper, ai-je terminé la phrase pour lui. Il tomberait comme une pierre. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une dispute qui avait mal tourné. C'était une exécution froide et calculée. Il l'avait droguée. Il avait attendu qu'elle soit désorientée, que son cerveau soit affamé de sucre, que ses jambes la lâchent. Et puis il lui avait donné une poussée. Les bleus sur ses poignets provenaient de lui, la maintenant fermement pendant qu'il enfonçait l'aiguille. J'ai regardé l'infirmier. Est-ce que quelqu'un d'autre sait ça? J'ai mis la note dans le dossier, mais je pense qu'elle s'est perdue, a dit l'infirmier. Je pensais juste que vous devriez savoir. Le mari, il posait des questions sur l'autopsie. Avant même qu'elle ne soit morte. C'était le dernier clou dans le cercueil. Merci, ai-je dit à l'infirmier. Vous venez de sauver la justice pour ma fille. Sandrine était en train de détruire la vie financière de Léo, mais ce n'était plus suffisant. La faillite est un problème pour un homme vivant. Léo Lefebvre ne méritait pas d'être un homme vivant. C'était un meurtrier. J'ai pris une photo du rapport de laboratoire et l'ai envoyée à mon serveur privé. Puis j'ai envoyé un texto à Sandrine. Changement de plan. Ne le ruine pas seulement, piège-le. J'avais besoin qu'il vienne à l'hôpital. J'avais besoin qu'il entre dans cette pièce en pensant qu'il avait gagné. Les portes de la chirurgie se sont ouvertes. Le médecin est sorti, l'air épuisé. M. Dubois. Je me suis tourné lentement. Est-elle en vie? Ai-je demandé. Elle l'est, a dit le médecin. Nous avons arrêté l'hémorragie. Elle est dans le coma, mais elle est vivante. Bien, ai-je dit. Gardez-la en vie, car son mari vient lui rendre visite et je veux qu'elle l'entende crier. Mon téléphone a vibré. C'était Sandrine. Rapport, ai-je dit. C'est pire que ce que nous pensions, Jean, a dit Sandrine. La maison de la Côte d'Azur est hypothéquée. Impossible, ai-je rétorqué. J'ai payé cash pour cette propriété. 5 millions d'euros. C'était clair, a corrigé Sandrine. Jusqu'à il y a 6 mois. Léo a contracté un prêt relais contre la propriété. Comme son nom est sur le titre en tant que copropriétaire avec droit de survie, il n'avait pas besoin de la signature de Manon. Il a emprunté 3 millions d'euros, Jean. J'ai senti une veine palpiter à ma tempe. Où est l'argent? Ai-je demandé. Parti, a dit Sandrine. Il a tout transféré sur des plateformes de crypto-monnaies offshore. Il jouait, Jean. Il a tout perdu. Le prêteur a déjà envoyé un avis de défaut. Ils allaient saisir la semaine prochaine. Les pièces du puzzle se sont assemblées. L'insuline, la chute, le retard pour appeler les secours, le retard pour signer le consentement chirurgical. Il se noyait. Il avait besoin d'un renflouement. Avait-il une assurance? Ai-je demandé, ma voix tombant à un murmure. Sandrine a soupiré. C'est le dernier clou, Jean. Il a souscrit une assurance vie temporaire sur Manon il y a 30 jours. 10 millions d'euros avec une clause de double indemnité pour mort accidentelle. Si elle meurt d'une chute dans les escaliers, il touche 20 millions, net d'impôts. 20 millions d'euros. C'était le prix qu'il avait mis sur la vie de ma fille. Il n'est pas en deuil, Sandrine, ai-je dit. Il attend un virement. Que veux-tu faire? A demandé Sandrine. Nous pouvons geler le paiement de l'assurance. Non, ai-je dit. C'est de la défense. Je veux jouer l'attaque. Qui détient la créance sur la maison? Un cabinet d'investissement à Bordeaux, a répondu Sandrine. Ils sont des requins, Jean. J'ai presque ri. Achetez-la, ai-je ordonné. Quoi?
Achetez la créance. Offrez-leur la pleine valeur nominale plus 10%. Faites-le maintenant. Je veux être le détenteur de l'hypothèque. Et le bateau? Financé, a dit Sandrine. Un prêteur maritime en Bretagne. Il doit 2 millions. Achetez ça aussi, ai-je dit. Achetez tout, Sandrine. Au moment où il descendra de ce bateau, je veux être la seule personne au monde à qui il doit de l'argent. Je veux posséder la chemise qu'il a sur le dos. Je comprends, a dit Sandrine, sa voix passant d'avocate à exécutrice. Je passe les appels. Donne-moi 30 minutes. Mon téléphone a sonné. Un SMS. C'était Léo. Papa. Le médecin m'a appelé. Il a dit que la situation est critique. Je reviens maintenant. J'ai si peur. Il venait à l'hôpital non pas pour lui tenir la main, mais pour s'assurer qu'elle meure. J'ai tapé une réponse. Viens à l'hôpital, Léo. Nous devons parler. Je l'avais besoin ici. J'avais besoin qu'il entre dans ce piège de son plein gré. Sandrine a envoyé un SMS de confirmation 3 minutes plus tard. Créance de la maison acquise. Créance du bateau acquise. Nous sommes le créancier. Les avis de défaut sont en cours de rédaction. C'était fait. Techniquement, Léo Lefebvre vivait maintenant dans ma maison, naviguait sur mon bateau, et conduisait une voiture qui m'appartenait. Les portes de la chirurgie se sont rouvertes. Une infirmière est sortie. M. Dubois, vous pouvez entrer maintenant. Elle est en salle de réveil. La ruine financière n'était que l'apéritif. Le plat principal allait être servi, et j'allais m'assurer que Léo s'étouffe avec. Je savais que je devais l'arrêter. S'il revenait maintenant, il se jetterait par terre et pleurerait, jouant parfaitement le rôle du mari dévasté. J'avais besoin de lui sur ce bateau, entouré de ses vices. J'ai tapé une réponse. Reste où tu es, mon fils. Les médecins travaillent. C'est le chaos ici. J'ai besoin que tu continues de prier. Ta force spirituelle est la seule chose qu'il ait dans ce moment. Ne viens pas avant que je ne t'appelle. J'ai appuyé sur envoyer. Il n'a pas répondu. Bien sûr que non. Il était probablement soulagé. Je suis entré dans la salle de réveil. L'air était lourd. Manon gisait là, immobile. Sa tête était enveloppée de lourds bandages. Mais elle respirait. Le chirurgien, le docteur Philippe Leclerc, vérifiait ses constantes. L'opération s'est mieux déroulée que prévu, M. Dubois. Elle est dans le coma, mais son activité cérébrale est stable. C'est une battante. J'ai hoché la tête, un soulagement immense m'envahissant. Mais ensuite, j'ai regardé dans le coin. Une infirmière se tenait là, une jeune femme aux cheveux noirs. Je l'avais vue plus tôt. Elle envoyait des SMS frénétiquement. Si Léo avait une taupe à l'hôpital, c'était elle. J'avais besoin que Léo croie qu'il avait gagné. Je me suis approché du lit, et d'une voix assez forte pour que l'infirmière entende, j'ai dit, ma voix craquant de faux désespoir, « Docteur, soyez honnête. Les dommages sont trop étendus, n'est-ce pas ?» Le médecin m'a regardé, confus. Il a ouvert la bouche pour me corriger, mais je lui ai serré le bras fermement, lui lançant un regard qui disait « Jouez le jeu ». Il a refermé la bouche. Je ne pense pas qu'elle passera la nuit, ai-je dit, ma voix tremblante. J'ai enfoui mon visage dans mes mains, feignant un sanglot. L'infirmière a quitté la pièce discrètement. 10 secondes plus tard, je me suis redressé, mon visage instantanément sec et composé. J'ai sorti ma tablette et j'ai ouvert le flux du drone. J'ai vu Léo sur le pont du rêve de Manon. Il regardait son téléphone. J'ai zoomé. J'ai vu le moment exact où il a reçu le texto. J'ai vu ses yeux s'écarquiller. Un sourire s'est étendu sur son visage. Un regard d'extase pur et sans mélange. Il a rejeté la tête en arrière et a poussé un cri que le micro du drone a capté par-dessus la musique. « Je suis libre !» a-t-il hurlé. « Je suis enfin libre !» Il s'est tourné vers le bar et a attrapé un magnum de Dom Pérignon. Il l'a secoué violemment et a fait sauter le bouchon, le pulvérisant dans l'air de la nuit, riant comme un fou. La femme, Chloé, a couru vers lui.
Il l'a attrapée par la taille. Elle ne va pas s'en sortir, a-t-il crié par-dessus la musique. Le vieil homme vient de me dire qu'elle est finie. Nous sommes riches, bébé. Nous sommes riches. Le visage de Chloé s'est illuminé. Elle l'a embrassé passionnément. 20 millions? A-t-elle demandé, essoufflée. 20 millions, a-t-il confirmé, lui versant le champagne dans la bouche. Et la maison et le bateau. Tout est à nous. Plus besoin de se cacher. Plus besoin de faire semblant. Ding dong, la sorcière est morte. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. C'était la fin de son âme. Cette vidéo était la preuve qui retournerait n'importe quel jury contre lui. Elle prouvait le mobile, la malveillance, son absence totale d'humanité. J'ai sauvegardé le clip sur 3 serveurs cloud sécurisés. J'en ai envoyé une copie à Sandrine. J'en ai envoyé une copie à l'adresse email personnelle du procureur de la République, un homme avec qui je jouais au golf le dimanche. J'ai vérifié l'heure. Les dépanneuses arriveraient aux portes de la marina dans 10 minutes. J'ai envoyé un texto à Sandrine. Un seul mot. Maintenant. J'ai mis la tablette dans ma mallette et j'ai fait signe à mon équipe de sécurité. Allons-y, ai-je dit. La fête est terminée. La fin du quai était baignée dans la brume du Pacifique, mes yeux rivés sur l'écran de la tablette. La lueur numérique illuminait la satisfaction sinistre de mon visage. Sur le pont du rêve de Manon, la fête atteignait son apogée. Le champagne coulait à flots. J'ai vu Léo faire signe au chef des traiteurs, qui tenait un terminal de paiement numérique. Plus. A crié Léo, sa voix pâteuse. Sortez les réserves, le cristal, et apportez-moi de ce caviar beluga de la cuisine. On fait la fête ce soir. Le traiteur a présenté le terminal. Léo a sorti une lourde carte noire. C'était une carte au nom de ma fille, mais il la brandissait comme une épée magique. Il a tapé la carte contre la machine avec arrogance, attendant le bip d'approbation. Mais il n'y a pas eu de bip. Il y a eu un bourdonnement discordant. Une lumière rouge a clignoté. J'ai zoomé. La confusion s'est peinte sur son visage. Il a retapé la carte, plus fort. C'est la puce, a-t-il aboyé au serveur. Faites-la glisser. Le serveur a fait glisser la carte. Il a regardé l'écran, puis Léo, son expression passant de la soumission à la suspicion. Désolé, monsieur Lefebvre. La carte est refusée. La machine indique à confisquer. Le rire autour de Léo s'est éteint. Confisqué? Léo a ri nerveusement. Vous savez qui je suis? C'est une carte illimitée. Faites-la repasser. Elle est refusée, monsieur, a répété le serveur. Avez-vous un autre moyen de paiement? Le visage de Léo est devenu cramoisi. Il a sorti sa Visa Platine personnelle, puis sa carte or, puis une carte de débit. Il les a jetées au serveur. Essayez celle-ci. C'est une erreur de la banque. Le serveur a passé la première carte. Refusé. La deuxième. Refusé. La carte de débit. Refusé. Sandrine avait été chirurgicale. Chaque ligne de crédit associée au numéro de sécurité sociale de Léo Lefebvre avait été gelée, rachetée ou saturée par les pénalités qu'elle avait déclenchées. Léo transpirait. Ses amis échangeaient des regards. Les chuchotements ont commencé. C'est ridicule. A-t-il crié. Il a sorti son téléphone, le dernier modèle que je lui avais offert. Il a composé un numéro. J'ai basculé le flux audio pour intercepter son appel. Identité vérifiée, a dit une voix mécanique. Monsieur Lefebvre, veuillez patienter pour un message urgent concernant le statut de votre compte. Puis une voix humaine, froide. Monsieur Lefebvre, ici le service de la fraude et de la sécurité. Enfin. A sifflé Léo. Débloquez mes cartes. Monsieur Lefebvre, vos comptes n'ont pas été gelés par erreur. Ils ont été bloqués suite à une demande d'urgence du tuteur légal du titulaire principal du compte. Tuteur? Léo a gelé. Ma femme est la titulaire principale. Elle est indisposée. Je suis son mari. J'ai la procuration.
Plus maintenant, monsieur. Nous avons reçu un document certifié par le tribunal il y a 20 minutes. En raison de l'état critique de Madame Lefebvre et d'une enquête active sur des irrégularités financières, le contrôle de tous les actifs conjoints et supplémentaires est revenu à son père, M. Jean Dubois. Il a demandé un audit médico-légal complet. Toutes les dépenses sont suspendues immédiatement. Léo est devenu blême. Son père, a-t-il murmuré. Mais il est à l'hôpital. M. Dubois a révoqué votre autorisation, monsieur. Nous sommes également tenus de vous informer que le solde impayé de votre hypothèque et de vos prêts personnels a été rendu exigible par le nouveau créancier. Bonne soirée. La ligne est devenue silencieuse. Il a baissé le téléphone lentement. Il a forcé un sourire horrible. Et tout le monde, petit problème. L'algorithme antifraude de la banque s'est déclenché parce qu'on fait trop la fête. Personne n'a ri. Je vais juste virer les fonds, a dit Léo, ouvrant son application bancaire. Erreur de connexion. Pas de service. Il a regardé le coin supérieur de son écran. Rien. SOS. Il a levé le téléphone vers le ciel. C'est quoi ce bordel? J'ai toutes mes barres, chérie, a dit Chloé, le regardant avec un mélange de confusion et de mépris croissant. Ce n'était pas la marina. C'était une coupure. Il était sur mon forfait familial. Il y a 10 minutes, j'avais appelé l'opérateur. Je n'ai pas seulement suspendu son service. J'ai mis sur liste noire le numéro IMEI de son appareil. Ce téléphone était maintenant une brique. Pas d'argent, pas de communication, pas moyen d'appeler un avocat, pas moyen d'appeler un VTC pour échapper à l'humiliation. Il se tenait là, dans son costume cher, sur le pont d'un bateau qu'il ne possédait pas, tenant un morceau de verre et de métal qui ne le connecterait pas au monde. J'ai fermé la tablette. Le piège ne s'était pas seulement refermé. Il avait claqué. Sa jambe était prise dans les dents de fer de la réalité. J'ai fait signe à mon équipe. Démarrer les moteurs de la vedette. Alors que nous traversions l'eau sombre vers le rêve de Manon, j'ai regardé Léo arpenter frénétiquement le pont. Il essayait d'emprunter un téléphone, mais ses invités se détournaient de lui. Il était seul, entouré de gens, mais complètement seul. Tout comme il avait laissé ma fille. Mais contrairement à Manon, personne ne venait le sauver. La seule chose qui venait pour Léo Lefebvre, c'était moi. Le patrouilleur de la gendarmerie maritime et mon intercepteur privé ont fendu l'eau, encerclant le rêve de Manon. Les lumières stroboscopiques bleues ont balayé la coque du bateau, transformant l'atmosphère festive en quelque chose qui ressemblait à une descente de police. La musique s'est tue. Mon chef de l'application des lois, un homme nommé Nicolas Duval, qui semblait taillé dans le granit, a sauté sur la plateforme de bain du bateau, suivi par 4 hommes en tenue tactique. Il n'était pas la police, mais dans le noir, il ressemblait assez au GIGN pour semer la panique. Léo s'est précipité vers la rambarde. Par ici. Il y a eu une erreur. Duval l'a ignoré, montant sur le pont principal. Il a marché droit sur Léo et lui a enfoncé un document dans la poitrine. Monsieur Lefebvre. Je suis le représentant autorisé de Dubois Finance, le nouveau détenteur de la créance sur ce navire. Léo a fixé le papier. Dubois? C'est la société de mon beau-père. Correct, a répondu Duval. Monsieur Dubois a racheté l'hypothèque maritime sur ce navire il y a 17 minutes. Vous êtes actuellement en défaut de paiement. Défaut? Léo a éclaté d'un rire hystérique. C'est impossible. J'ai raté quelques paiements, mais j'ai un délai de grâce. Vous n'avez pas lu les petits caractères, n'est-ce pas, monsieur Lefebvre? A demandé Duval. Je savais que Léo ne lisait jamais les petits caractères. Quand il avait signé les documents du prêt, j'avais vu le prêteur glisser une clause d'insécurité standard. Si le prêteur croyait raisonnablement que la garantie était en danger en raison de la conduite du débiteur, le prêt pouvait être accéléré immédiatement. Pas de délai de grâce. Paiement immédiat et intégral. Quel petit caractère? A demandé Léo, la sueur perlant sur son front. La clause d'insécurité, a dit Duval, calme comme la tombe. Nous avons des preuves que ce navire est utilisé pour faciliter le trafic de stupéfiants et est actuellement sous le commandement d'un opérateur en état d'ivresse. Duval a fait signe à un de ses hommes,
qui a éclairé une table en verre près du jacuzzi, illuminant des lignes de poudre blanche. Cela ressemble à une violation substantielle. Le prêt est exigible. Le solde total est de 2 140 000 €. À moins que vous ne puissiez produire un chèque de banque pour ce montant maintenant, nous prenons possession du navire. Léo a regardé le chèque. Il a regardé son téléphone mort. La réalité l'a frappé. « Vous ne pouvez pas faire ça !» a-t-il crié. « C'est mon bateau. Ma femme est mourante. » Une vague de dégoût a parcouru la foule. Entendre cet homme utiliser sa femme mourante comme bouclier pour sauver son bateau de fête, c'était trop. Duval s'est approché. « Votre femme est la raison pour laquelle nous sommes ici. L'emprunteur principal est Manon Dubois. Vous n'êtes qu'un garant. Vous avez 5 minutes pour quitter le navire. » Les invités n'ont pas eu besoin qu'on leur dise 2 fois. Ils se sont dirigés vers la passerelle. J'ai vu Chloé. Elle a vu le navire couler. Elle s'est dirigée vers la foule, la tête baissée, touchant le collier de diamants à sa gorge. Elle pensait pouvoir s'éclipser. Duval l'a vu aussi. Il a claqué des doigts, et 2 gardes ont bloqué la passerelle. Personne ne part avec des biens qui ne lui appartiennent pas, a annoncé Duval. Chloé a gelé. Elle a regardé Léo, qui se disputait avec Duval. « Léo !» a-t-il crié. « Chloé, appelle ton avocat. » Chloé ne s'est pas retournée. Elle l'a ignoré complètement. Elle s'est retournée, juste une seconde, et le regard sur son visage n'était pas de l'amour. C'était du dégoût pur. J'ai pris le combiné radio de mon bateau. Duval, ai-je dit, ma voix amplifiée par les haut-parleurs, résonnant sur l'eau. Le collier. Duval a hoché la tête. Il a pointé Chloé du doigt. Mademoiselle, le collier. Il est listé comme garantie sur le prêt personnel que M. Lefebvre n'a pas remboursé. Remettez-le. Chloé est devenue blême. Elle était coincée. Léo me l'a donné. A-t-elle crié. C'est un cadeau. C'est un bien volé, a corrigé Duval. Enlevez-le ou nous appelons la police et ajoutons le vol qualifié à la liste des divertissements de ce soir. Léo a regardé, horrifié, la femme pour qui il avait tué décrocher le collier et le laisser tomber dans la main tendue de Duval. Elle a craché sur le pont juste devant lui. Puis elle a descendu la passerelle en courant. Léo est resté seul. À vous maintenant, a dit Duval, en montrant le quai. Léo est descendu, les épaules affaissées. Mais la nuit n'en avait pas fini avec lui. Alors que son pied touchait le quai en bois, j'ai fait signe à mon chauffeur. Prenez la voiture, ai-je dit à la radio. Sur le rivage, le moteur de la dépanneuse a vrombi. La Renault 4 de Léo, garée bien en vue, a été soulevée dans les airs. L'alarme a commencé à hurler. Léo a regardé sa voiture partir. Il a cherché son téléphone. Puis il s'est souvenu. Pas de voiture, pas de téléphone, pas d'argent, pas de bateau. Il était exactement là où il devait être. Nulle part. Mais je savais où il irait. Il ne restait qu'un seul endroit où un rat pouvait courir. Il courait vers la seule personne qui, pensait-il, croyait encore à ses mensonges. Il courait à l'hôpital. Il courait vers Manon. Et je l'attendrai. La porte de la salle 402 s'est ouverte à la volée. Léo se tenait dans l'embrasure, se présentant comme le héros tragique d'un mélodrame. Il ressemblait à une épave. Ses cheveux étaient un nid d'oiseau. Son costume en lin blanc était gris de saleté, taché de champagne. Il haletait. Il a balayé la pièce du regard. Il a vu Manon. Il a vu les moniteurs biper régulièrement. Elle était vivante. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu la déception traverser son visage. Il voulait entrer dans une morgue. Mais elle était vivante, ce qui signifiait qu'il devait encore jouer son rôle. Il s'est jeté à genoux au pied du lit. « Oh mon Dieu !» a-t-il sangloté, rampant sur le sol. « Oh mon Dieu, Jean, c'est un cauchemar. Tu dois m'aider. On m'a volé. » Je suis resté parfaitement immobile. Il sentait la peur, le vin éventé et l'eau salée. « Ils m'ont piraté !» a crié Léo. J'étais à la chapelle, en train de prier.
Je suis allé prendre un café et mes cartes ne fonctionnaient pas. Mon téléphone est mort. Ils ont volé mon identité, Jean. Quelqu'un m'a ruiné. Il me regardait, ses yeux injectés de sang, me suppliant de croire au mensonge. Il pensait pouvoir utiliser le corps de Manon comme un bouclier. Comment va-t-elle ? A murmuré Léo, tendant une main tremblante. Je me suis levé. Lentement, délibérément. Je ne l'ai pas regardée. J'ai regardé directement dans ses yeux. Ne la touche pas, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte. Elle n'en avait pas besoin. C'était la voix que j'utilisais pour licencier un PDG. Elle était absolue. Il a gelé. Papa, a-t-il balbutié. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas été piraté, Léo, ai-je dit, ma voix froide et dure comme de la glace. Tu as été liquidé. Il a cligné des yeux, stupidement. Liquidé? Je veux dire que personne n'a volé ton identité, ai-je dit. Je l'ai acheté. La terreur a commencé à apparaître. Toi, a-t-il murmuré. Tu l'as acheté. 17 minutes après avoir raccroché avec toi, j'ai acheté l'hypothèque sur la maison de la Côte d'Azur, ai-je dit, récitant les faits. 20 minutes plus tard, j'ai acquis la créance maritime sur le rêve de Manon. 10 minutes après, j'ai acheté le crédit bail de ta Renault 4 et tes dettes de carte de crédit. Mais pourquoi? A-t-il demandé, sa voix tremblante. Je suis de la famille. Tu es un passif, les jeux corrigés. Et j'ai une politique stricte concernant les passifs. Je l'ai radie. J'ai sorti une impression de la photo du drone. Celle où il fait sauter le bouchon de champagne. Je l'ai tenue devant son visage. C'est toi, en train de prier à la chapelle? Ai-je demandé. Son visage est devenu gris. Sa bouche s'est ouverte et fermée, sans qu'aucun son ne sorte. Je t'ai vu, Léo, ai-je dit. Je t'ai vu célébrer. Je t'ai entendu crier, je suis libre. J'ai entendu ta promesse à ta maîtresse d'une Renault 4 payée avec l'assurance vie de ma fille. C'est hors contexte, a-t-il bredouillé. J'étais ivre de chagrin. Chloé, elle m'a manipulé. Chloé est partie, ai-je dit. Elle t'a laissé sur le quai. Elle a pris le collier, Léo. Le collier de Monique. Celui que tu as volé au cou de ma fille avant de la pousser dans les escaliers. Je ne l'ai pas poussée, a-t-il crié. C'était un accident. Elle est tombée. Tu ne peux rien prouver. J'ai souri. Tu as raison. Je ne peux pas prouver que tu l'as poussée. Pas avec une vidéo. Mais je peux prouver que tu l'as droguée. J'ai sorti le rapport de laboratoire. Insuline, Léo. Insuline exogène. En grande quantité. Assez pour provoquer un malaise hypoglycémique. Nous savons pour les injections. Nous savons pour Chloé. Et la police est en bas en ce moment, prenant la déposition de l'infirmière qui a prélevé ce sang. Il s'est effondré. Tu m'as ruiné, a-t-il murmuré, me regardant avec une haine pure. Tu as tout pris. Je n'ai rien pris, ai-je dit. J'ai juste repris possession. Tu n'as jamais été le propriétaire, Léo. Tu n'étais qu'un squatteur. Et maintenant, tu es expulsé. Il a regardé Manon une dernière fois. Le désespoir. Si elle était morte, il ne pouvait pas divorcer. Il a fait un pas vers le lit. C'est ma femme, a-t-il sifflé. J'ai des droits. Tu as le droit de garder le silence, ai-je dit. Et puis j'ai fait signe dans le coin de la pièce. Sors d'ici. Mais il n'a pas bougé. Il a bondi. Pas vers la porte. Vers Manon. Il a réalisé qu'elle était le seul témoin. S'il pouvait juste débrancher une prise, il aurait encore une chance. Il a crié et s'est jeté vers le lit, ses mains cherchant le tube du respirateur. Mais il ne l'a jamais atteint. Parce qu'il avait oublié une chose. Je n'étais pas seul dans la pièce. Léo n'a jamais touché le respirateur. Avant que ses doigts ne puissent se refermer sur le plastique, une voix a tranché l'air. Éloignez-vous de la patiente, monsieur Lefebvre. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Léo s'est figé, son corps contorsionné.
Il s'est retourné, les yeux fous, pour voir d'où venait la voix. La porte de la salle de bain attenante s'est ouverte en grand. Sandrine est sortie. Elle portait un simple tailleur sombre. À ses côtés se trouvaient 2 policiers en uniforme et un inspecteur que je reconnaissais du club de golf, un homme nommé Marc Fournier, qui ne plaisantait pas. Léo a reculé, heurtant la table de chevet. Il a regardé Sandrine, puis la police, puis moi. La prise de conscience l'a frappé. Ce n'était pas une confrontation. C'était une opération d'infiltration. Sandrine, a-t-il haleté. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne suis pas seulement son avocate, Léo, a dit Sandrine. Je suis l'exécutrice testamentaire de la succession que tu as essayé de voler. Et ces messieurs sont ici pour t'escorter à ta nouvelle résidence. L'inspecteur s'est avancé, sortant une paire de menottes. Léo Lefebvre, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre sur Manon Dubois Lefebvre, fraude à l'assurance, vol qualifié et complot en vue de commettre un homicide. Non. A-t-il crié. Vous n'avez rien. Le vieil homme ment. Il est sénile. Le rapport d'insuline est un faux. Il me piège parce qu'il me déteste. Il a pointé un doigt tremblant vers moi. C'est lui le criminel. Il a volé ma maison. Il a volé mon bateau. Je n'ai pas dit un mot. J'ai sorti une petite télécommande noire et l'ai pointée vers la télévision murale. L'écran s'est allumé. Tu as raison sur un point, Léo, ai-je dit. Je te détestais. Mais je ne t'ai pas piégé. Je n'ai pas eu besoin. Tu t'es piégé tout seul. J'ai appuyé sur lecture. La vidéo était granuleuse, en vision nocturne, mais l'image était sans équivoque. C'était l'intérieur de la chambre de ma fille dans la maison de la Côte d'Azur. L'horodatage indiquait 23h42, 2 nuits auparavant. Manon dormait. La porte s'est ouverte. Léo est entré. Il portait des gants en latex. Il s'est approché du lit, a sorti une seringue de sa poche, l'a tenue à la lumière de la lune. Il a attrapé son bras brutalement. Manon a tressailli. Il a enfoncé l'aiguille. Elle s'est réveillée, a essayé de se débattre. Il lui a tenu la main sur la bouche jusqu'à ce qu'elle cesse de lutter. Puis il est sorti de la chambre. Je l'ai mis en pause sur l'image de lui quittant la pièce. Il souriait. Où as-tu eu ça? A-t-il murmuré. Il n'y a pas de caméra dans la chambre. Tu as cherché des mouchards, ai-je dit. Tu n'as pas cherché un ours en peluche. J'ai montré l'étagère dans la vidéo. Un ours en peluche était assis là. Manon m'a appelé il y a 2 semaines. Elle avait peur. Je lui ai dit de se protéger. Elle a acheté une caméra de surveillance pour bébé, Léo, cachée dans un jouet. Et parce qu'elle est ma fille, elle a été assez intelligente pour la configurer pour qu'elle télécharge sur un serveur cloud sécurisé. Elle m'a envoyé la clé d'accès juste avant de s'évanouir. Le déni a disparu. L'arrogance a disparu. Il ne restait que le visage brut ailé d'un animal acculé. Elle m'a piégé. A-t-il crié. Elle savait. Elle m'a laissé faire pour pouvoir me ruiner. Elle a ruiné ma vie. Elle ne m'a jamais aimé. Il s'est détaché du mur, ses yeux se fixant sur la forme inconsciente de Manon. Tu crois que tu as gagné? A-t-il hurlé à son visage endormi. Il a bondi. Ce n'était pas un mouvement calculé. C'était de la rage pure. Il voulait la blesser. Il s'est jeté à travers la pièce, ses mains cherchant sa gorge. J'étais plus âgé. Mais j'attendais. Je n'étais pas seulement un homme d'affaires. J'étais un père. Je l'ai intercepté à 30 cm du lit. Je n'ai pas utilisé un avocat. J'ai utilisé un crochet du droit que je n'avais pas lancé depuis 1978 dans une bagarre de bar dans les quartiers ouest de Nantes. Mon poing a heurté sa mâchoire avec un craquement écœurant. Le son de la justice. Sa tête a basculé en arrière. Il s'est effondré sur le sol. Je me tenais au-dessus de lui, frottant mes jointures. Ça faisait mal. Une bonne douleur. Les policiers étaient sur lui en une seconde, le menottant. Sortez-le d'ici, ai-je dit. Sortez-le de ma vue avant que je ne finisse le travail. Tu es vieux, a-t-il sifflé.
Tu ne pourras pas la protéger pour toujours. Je reviendrai. Vous n'aurez pas de caution, a dit l'inspecteur. Pas avec cette vidéo. C'est une tentative de meurtre avec préméditation. Vous partez pour longtemps. Alors qu'il le traînait, il a regardé la preuve de sa propre monstruosité. Elle le méritait, a-t-il marmonné. La porte s'est refermée. La pièce est retombée dans le silence. Je me suis retourné vers le lit. Mais ses yeux étaient ouverts. Ils étaient vitreux et faibles, mais ils étaient ouverts. Et dans ses yeux, j'ai vu un feu qui correspondait au mien. Papa, a-t-elle murmuré, sa voix un râle sec. J'ai accouru, lui prenant la main. Manon, chérie, n'essaie pas de parler. Tu es en sécurité. Elle a serré ma main. Je l'ai entendu, a-t-elle murmuré. J'ai tout entendu. Il ne savait pas, papa. Savoir quoi, chérie? L'insuline, a-t-elle haleté. Il en a utilisé tellement. Mais il ne savait pas. Elle m'a regardé, et la révélation qu'elle allait faire me terrifiait plus que le couteau ou l'aiguille. Il ne savait pas que j'étais enceinte, a-t-elle dit. Le monde s'est arrêté. J'ai un diabète gestationnel, a-t-elle pleuré. Mon taux de sucre dans le sang il était déjà instable. L'insuline elle ne m'a pas seulement blessé, papa. Elle a tué le bébé. Le sanglot qui s'est échappé de sa gorge était le son d'un cœur se brisant en temps réel. Il a tué son propre enfant, a-t-elle crié. Et il ne le savait même pas. Je suis resté là, figé. La victoire, la ruine financière, l'arrestation, tout s'est transformé en cendres dans ma bouche. Le monstre était parti. Mais les dégâts qu'il avait laissés derrière lui étaient infinis.